Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Magali Dumez. J'ai oublié de te demander, c'est Dumez ou Dumais? C'est du Metz, oui, on dit du Ah Metz. bah Bonjour c'est... Teresa, merci de m'avoir invitée. Oui, c'est du Metz. Ah, voilà, j'avais tout bon. T'es aussi Aletheia Estia sur les réseaux sociaux. Et Oui, puis, tu l'as bien ouais, dit en plus, parce que ça c'est dur. Beaucoup de gens se trompent. Elle était Yastia, il y a peu de gens qui disent ça. C'est bien, bravo. merci, ça Les gens commence ils bien. disent Yastia. Je te jure, ils disent ça, Yastia, Yastia. Ouais. Non, oui. Vas-y, pardon, je te laisse. Ah, j'adore, tout va bien. Euh, ouais, juste en deux mots comme ça pour te présenter, mais on va aller plus profond après. Et puis je voulais juste, pour ceux qui nous écoutaient, que vous sachiez un petit peu qui c'est Magali que j'invite aujourd'hui. En deux mots, on va dire t'es thérapeute familiale, mais voilà, on va creuser, vous allez voir. Lorsque j'ai rencontré Magali, il y a vraiment eu un coup de cœur. Enfin, c'est quelque chose qui s'est dit, ok, on se comprend, on fait partie de la même famille, on est sur la même longueur d'onde. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous la présenter, de vous présenter son énergie, qui elle est, et son travail qui est super important. Merci. Merci à toi. Et avant qu'on commence dans plus du côté de l'accompagnement, de comment tu travailles, euh, et voilà, des défis que tu relèves et que tu aides les personnes à relever, je suis curieuse de savoir comment tu es arrivée à l'accompagnement. Si ça a été quelque chose qui a été normal pour toi ou quel est ton parcours, si tu as envie de nous raconter un petit peu. Ah, alors mon parcours, il est assez particulier parce que, en fait, c'est l'accompagnement qui est venu à moi. Vraiment, c'est ça. Moi, là-bas, j'étais pas du tout dans le côté thérapeutique. Alors après, je m'intéresse à la psychologie depuis très longtemps. Je lis des livres de psycho depuis très jeune. Enfin, c'est quelque chose, c'est un métier, enfin, c'est un domaine, on va dire, qui me passionne. C'est une vraie passion pour moi. Mais à la base, non, je suis arrivée dans l'accompagnement. C'est vraiment presque par hasard, puisque j'ai vécu moi-même, en fait. Alors, pour expliquer, du coup, j'accompagne les mamans qui sont victimes de violences conjugales, vicariantes et institutionnelles à se reconstruire. Et j'ai moi-même vécu ce parcours il y a 20 ans de ça avec ma grande fille. Et à l'époque, en fait, j'étais sur les réseaux, mais par contre, je me cachais. D'où Aletheia Estia, puisque j'ai pris ce pseudo qui est difficile à dire, difficile à écrire, difficile à prononcer, difficile à trouver. Et moi, je me cachais en fait du père de ma grande avec ce pseudo-là, sans photo de profil évidemment. J'ai participé beaucoup au groupe pour trouver des clés, pour trouver des solutions, parce qu'on vivait des violences qui étaient extrêmes avec ma fille, et surtout institutionnellement, parce que ça, voilà, quand on vit pas ces épreuves-là, on le sait pas, mais les institutions rajoutent vraiment de la souffrance aux violences conjugales et aux violences post-conjugales. Et du coup, voilà, j'étais sur les réseaux avec ce pseudo qui était absolument introuvable, imprononçable, indisable, et qui avait quand même du sens pour moi, évidemment, puisqu'Aletheia, c'est la déesse de la vérité, et Estia, c'est la déesse de la protection de la famille. Donc, en fait, l'association des deux, pour moi, c'était vraiment une prière très forte qui voulait dire bah, que vérité éclate, que les choses se voient enfin et que mon enfant soit protégé. Donc vraiment, mais ça avait du sens que pour moi. C'est vraiment l'association de noms de deux déesses grecques que je trouvais très beau. L'association, j'aimais l'écouter, j'aimais le lire, j'aimais l'écrire, mais ça avait du sens que pour moi. Et en fait, sur les réseaux, au fur et à mesure de mes interventions, je me suis rendu compte que j'étais plus avancée que la plupart des autres mamans dans mon cheminement, hein, pas intellectuellement ou quoi, vraiment pas, j'ai pas cette prétention, mais dans mon cheminement, j'étais plus avancée. Et je me suis retrouvée en fait à donner pas mal de clés, de choses par lesquelles j'étais passée et où en fait j'aidais les autres mamans. Et au fur et à mesure du temps, je me suis retrouvée admin d'un groupe, d'un deuxième groupe, d'un troisième groupe. Les admins me mettaient en fait avec elles pour aider. Et je me suis rendu compte pendant 6 ans que j'ai fait ces accompagnements-là en bénévolat, hein, parce que clairement c'était ça, que vraiment j'avais une zone de génie ou quelque chose vraiment, j'arrivais à sortir des mamans de situations qui étaient extrêmes. Les enfants étaient protégés. Enfin, et à l'époque, je travaillais dans les piscines, j'étais dans une entreprise salariée, j'avais un vrai métier, comme les gens disent. Voilà, aujourd'hui, je trouve que j'ai plus un vrai métier qu'à l'époque, mais voilà, c'est en tout cas quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, on me disait, mais qu'est-ce que tu fous? Tu gagnes hyper bien ta vie, tu quittes un vrai métier pour un métier qui n'existe même pas, parce que mon métier n'existe pas en fait. Et du coup, bah, je me suis retrouvée face à un dilemme en fait où je me suis dit, est-ce que je reprends en fait un travail? Ça s'est mal passé avec mon activité. On a changé de patron et puis voilà, le nouveau patron s'est avéré être un escroc, hein, clairement. Donc je me suis dit, je peux pas travailler comme ça. Et ça faisait 6 ans que j'accompagnais moi, mais de façon, ça s'est fait tout seul en fait. Et là, je me suis dit, soit je le fais maintenant, soit aujourd'hui, je passe mes certifications de psychopraticienne. Donc, je suis psychopraticienne. Je suis coach en psychologie positive certifiée aussi, évidemment. Et j'ai passé mon diplôme de formatrice à l'époque, mais sans vraiment savoir pourquoi. Comme quoi, des fois, l'univers, c'est assez incroyable. Donc, j'ai passé ces trois diplômes-là.
Et je me suis dit, allez, je me lance dans mon activité. Mais au départ, je voulais pas forcément travailler comme je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire je voulais être en cabinet avec d'autres personnes. Enfin, et je me suis rendu compte que ce que je voulais faire comme je voulais le faire, ça n'existait pas. Donc j'ai été obligée de créer mon activité, de passer mes certifications et j'ai créé mon accompagnement comme ça en fait. Donc c'est venu à moi. Pour répondre à ta question, du coup vraiment, l'accompagnement est venu à moi parce que ben je me suis rendu compte que c'était vraiment ma zone de génie, que ça aurait été dommage de repartir dans un autre travail, un autre univers, alors que cet univers-là m'appelait. Et puis la preuve, c'est que j'avais quelque chose à faire de très fort là-dedans, quoi. Donc c'est ma mission de vie, en fait, c'est venu à moi. Voilà. Tu sais tout, Voilà. Teresa. Merci, merci. J'adore. Quand j'ai commencé l'art-thérapie, j'ai commencé à me former parce que ça me passionnait. Mais c'était pas du tout conscient pour moi que j'allais devenir art-thérapeute ou même thérapeute, psychologue. Enfin, pour moi, c'était pas. Voilà. Et donc, c'est pas un peu. Ça Voilà. résonne. Eh Ça oui, arrive, quoi, quand c'est juste et que ça résonne. c'est ça. C'est ça. Mhm. Et l'importance de se former aussi, que tu soulignes. Bien sûr, ah ben bien sûr. Après, moi j'avais déjà une légitimité, alors je me sentais pas justement, j'avais pas ce syndrome de l'imposteur puisque bah, c'est en le faisant que je me suis rendu compte que c'était pour ça que j'étais faite. Mais par contre, j'estimais aussi qu'il y avait quand même des méthodologies que je ne maîtrisais pas puisque c'était pas mon travail, que j'estimais que c'était important quand même que j'acquérisse, je récupère, Ok. que j'acquière en fait voilà des méthodologies qui pouvaient, on va dire, apporter du plus à mon accompagnement. Après, pour être tout à fait honnête, et je suis transparente avec ça, je ne mets pas forcément en place des méthodologies que j'ai appris. J'ai vraiment une façon de fonctionner qui est particulière parce qu'en plus, j'associe vraiment du coaching avec de la thérapie, chose qui est quand même assez rare. En général, on est plutôt soit l'un, soit l'autre. Et du coup, c'est une méthodologie que je mets en place parce que, ben, par exemple, dans mes accompagnements, on fait des grosses séances de coaching pour aider les accompagnés à savoir se comporter face aux institutions, face à un avocat, face à un éducateur, un juge. Donc là, vraiment, c'est des vraies séances de coaching. À côté de ça, il y a un fil WhatsApp où on travaille énormément sur le côté thérapeutique parce que bah, on peut pas non plus avoir une posture juste si au fond le travail n'est pas fait. Enfin, c'est un équilibre entre les deux. Donc c'est vraiment, mais c'est un accompagnement que j'ai créé vraiment sur mesure et aujourd'hui, je forme des femmes, des thérapeutes, des coachs, des psychologues, des éducatrices qui justement, parce que c'est quelque chose d'unique, elles vont venir justement chez moi pour pouvoir acquérir cette méthodologie qui est, bah, elles me le disent elles-mêmes et je pense que c'est vrai, j'ai créé un vrai métier en fait. J'ai vraiment créé un métier, quoi. C'est bizarre, hein. Mais moi, ça m'étonne de dire ça, en fait. Génial, c'est génial. Moi, je pense qu'on devrait tous créer notre métier parce que enfin, en tout cas, quand j'étais petite, j'avais la vision, il y a tel métier, tel métier, tel métier. Moi, j'avais choisi artiste, donc j'étais déjà un peu en dehors des cases, mais ça fait quand même partie d'une case. Et en Bien, fait, je pense que non, en fait, tout est beaucoup plus grand, beaucoup plus bien possible. Et sûr. donc, mm, Mais je suis d'accord avec toi, tu vois, moi, quand j'ai commencé vraiment dans le métier, parce qu'avant, c'était, entre guillemets, hors norme, enfin, hors travail, vraiment. Mais quand j'ai commencé à faire ça, et c'est là où vraiment j'ai envie de transmettre un message fort, c'est que quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, vous posez pas de questions. Les gens vous diront que ça marchera pas. Moi, on me disait, t'es pas psychologue, t'es pas avocate, t'as aucune formation dans le droit, t'as aucune formation en psychologie. Alors, psychopraticienne, c'est pas psychologue. Tout le monde me disait, en visio, c'est pas possible, ça marchera jamais. À l'époque, en plus, le Covid est arrivé après, mais moi, j'ai commencé déjà en visio parce que je travaillais déjà, j'étais déjà en télétravail avec les boulots que je faisais avant. Donc, je savais que c'était possible. Puis, les accompagnements que j'ai faits, en plus, moi, en bénévolat, c'était à distance. J'étais pas en présentiel. Donc, je savais que ça pouvait marcher comme ça. Tout le monde m'avait dit, mais vraiment, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde m'avait dit, ça fonctionnera pas, t'as pas de légitimité. Puis, comment tu vas justifier le fait d'aider sur un plan juridique alors que t'es pas juriste? Mais en réalité, si on a des capacités, des compétences et qu'on les met en pratique et que ça fonctionne et que c'est juste que même un avocat valide le travail qu'on a fait, à un moment donné, bah, moi, je me sens légitime à faire ce que je fais. Puis après, je ne prends pas le travail de l'avocat quand je fais mon travail. C'est l'avocat derrière qui reprend le dossier. Je ne fais que orienter un travail, en fait, sous le prisme psychologique des violences qu'on peut avoir, par exemple, économiques, le contrôle coercitif, tout ça. C'est un prisme, en fait, que je prends et je donne le bébé à l'avocat. L'avocat, après, c'est quand même lui le dernier décisionnaire sur comment faire son travail. C'est pas à moi, je ne vais pas au tribunal plaider à la place de l'avocat. Donc, j'estime que ma légitimité, même mes accompagnés pourraient le faire en fait. C'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs à l'époque pour mes propres dossiers. C'est moi qui ai remonté mes dossiers. C'est ce qui a fait que ça a fonctionné. Donc, pourquoi ça fonctionnerait pas pour les autres, tu vois? ouais, tu soulèves des points enfin, que je trouve super importants. C'est prendre conscience de qui on est, de son unicité, des forces qu'on a, et arrêter de se dire je suis pas assez, je peux pas. Mais voilà, ok, j'ai ça, j'ai vécu ça, et du coup, c'est vraiment une force et qui fait que voilà
qu'il y a que moi qui suis comme je suis, on est tous des êtres uniques et d'en faire Exactement. quelque chose. Mm. Exactement. Et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, bah, tu vois, je travaille avec la Suisse, avec la Belgique, avec le Canada. Là, j'ai quelqu'un qui est rentré dernièrement, qui vient du Mexique. Enfin, en fait, à partir du moment où tu communiques en fait sur les réseaux, et ça fait partie, moi, je sais que je suis une fanat des réseaux, il y a des tas de gens qui disent que non, mais c'est un outil, ça reste un outil. Si tu sais bien utiliser l'outil, la réalité, c'est que ça t'ouvre des portes, ça coupe les frontières, on peut tout faire. Mon accompagnement, moi, au départ, je le faisais qu'en France parce que je maîtrisais la législation française. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui venaient de Belgique, de Suisse. D'abord, ça a été des Belges qui venaient vers moi. Puis je leur expliquais, j'étais vraiment transparente. Par contre, je suis très honnête, hein, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui dit que je maîtrise un truc si je maîtrise pas. Je leur disais que je maîtrisais pas la législation belge. Par contre, je me suis rendu compte avec les dossiers au fur et à mesure que les postures étaient les mêmes, que les problématiques étaient les mêmes, que les termes étaient différents, mais que en fait, une mesure éducative, ça a un autre nom en Belgique, mais c'est la même chose. C'est le même procédé, c'est les mêmes intervenants. Enfin, c'est et au fur et à mesure, aujourd'hui, en plus, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est belge aussi, qui est éducatrice en plus spécialisée belge. Donc de plus en plus, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de limite en fait. On peut vraiment aider. La dame au Canada, c'est pas les mêmes procédures. Par contre, la posture reste la même, les façons de fonctionner restent les mêmes. Et les techniques qui marchent en France, les astuces qui marchent en France et les clés qui marchent en France marchent dans les autres pays aussi. Donc, et c'est vrai que du coup, je me retrouve là aussi, c'est venu à moi. J'ai pas demandé à devenir international, mais je me rends compte aujourd'hui que mon accompagnement devient international. Voilà, j'ai des gens de Suisse qui viennent, des gens de Belgique. Dans mon équipe, j'ai une Belge. Et il n'y a pas de limite en fait. Je suis très ouverte à tout ça parce que plus on pourra aider de gens, plus on pourra former de gens, plus on pourra aider de façon, euh, comment dire, on va pouvoir inonder en fait, c'est un peu, ça, ça fait un peu Vecna, mais on va pouvoir inonder le monde en fait de plein de choses positives quoi, tu vois. Et c'est ça mon but aussi. C'est que plus il y aura de gens formés, plus il y aura de mamans aidées, plus il y aura de solutions. Puis peut-être qu'un jour les institutions vont se bouger vraiment et ça va peut-être faire bouger les choses. Enfin, en tout cas, j'espère quoi. Mm. Oui, et puis quand on est dans des violences enfin, conjugales, familiales, que ce soit physiques ou psychologiques, bah, souvent on est très isolé, donc seul. Et donc du coup, enfin, voilà, ok, il y a les papiers, il y a le côté juridique, mais il y a aussi le côté psychologique et le côté, ok, est-ce que je suis folle? Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je ressens, ce que je pense? Et puis donc souvent quand il y a les enfants qui sont là en plus, enfin, ça rajoute, on n'est pas tout seul à s'occuper de soi, mais il y a encore d'autres personnes pour qui on a peur et qu'on craint. Donc d'être accompagné, c'est toujours précieux pour tout le monde, mais encore plus. Ouais. Mm, tout à fait, oui, tout à Mm. fait, c'est ça. Mais je pense que c'est effectivement ce que ça apporte, l'accompagnement. D'ailleurs, c'est ce que les mamans disent beaucoup. Elles se sentent très seules. C'est très juste ce que tu dis. Parce que ben, déjà, souvent le prédateur, l'agresseur fait tout pour que la maman soit seule et passe effectivement pour être folle. Souvent, il a même fait le travail en amont, hein, dans le lien conjugal, d'isoler sa victime. Ça fait partie des choses. Donc, quand elle part, elle a souvent beaucoup défendu son agresseur aux yeux de sa famille, ses amis, tout ça. Donc, elle se retrouve, il suffit qu'elle ait un entourage qui soit pas forcément formé à tout ce qui est les systèmes d'emprise et tout ça, ben, elle se retrouve encore plus incriminée. Donc, il y a tout ça, la justice en plus qui rajoute cette couche de violence qui est extrêmement agressive, vraiment pour les mamans, c'est double peine. Donc en plus, les gens qui connaissent pas la justice disent oui, mais en fait, bon, si elle perd, c'est parce que hein, c'est sûr que c'est elle a tort. Donc il y a vraiment cette espèce d'isolement qui est extrême et les enfants, du coup, qui sont aussi isolés avec la mère prennent souvent d'ailleurs le parti du père parce que justement, ça leur permet aussi quand la maman est trop fragilisée, et j'insiste bien sur le terme fragilisé et non pas fragile, hein, parce que n'importe qui serait fragile dans des moments comme ça, mais les enfants, parfois, pour se protéger eux-mêmes, et même que la mère ne vive pas encore plus de violence, vont se mettre du côté du père pour pouvoir protéger leur mère et se protéger eux-mêmes. Et là, c'est vraiment la triple peine pour la mère qui, en plus, perd ses enfants, ne comprend pas pourquoi, puisqu'elle a tout fait pour les aider, les protéger. Elle a souvent très largement compensé les manquements du père en se soumettant à toutes ces injonctions parce qu'elle voulait justement que ça se passe bien. Et au final, elle se retrouve, et c'est d'ailleurs souvent la vraie problématique, c'est qu'elle se soumet tellement que les enfants la sentent faible. Alors qu'elle n'est pas faible, elle le fait par protection. Eux ne le voient pas de cet œil-là. Ils voient le Père Tout-Puissant. Et pour ne pas se faire attaquer, ils vont se mettre du côté du Père Tout-Puissant. Et c'est dramatique. On se retrouve face j'ai eu encore le cas ce matin d'une de Mestia qui a eu en accompagnement en entretien pardon, préalable, une maman qui a perdu ses quatre enfants là au mois d'août. C'est terrible en fait. On se retrouve face à des cas extrêmes, vraiment extrêmes, quoi.
Et est-ce que, parce qu'on on parle beaucoup de femmes, on est nous-mêmes des femmes, donc c'est aussi, on est plus proche certainement des femmes. Est-ce que tu as des hommes aussi que tu accompagnes? Parce que, Oui, ben, voilà, s'il y a des deux oui, côtés bien aussi, sûr. malheureusement, hein. Bien sûr, bien sûr. Alors après, c'est un peu plus compliqué parce que moi, sur mes réseaux, vraiment, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai eu le cas il y a 2 jours, je m'adresse essentiellement aux femmes victimes de violences. On le sait quand même statistiquement, les femmes sont quand même beaucoup plus victimes de violences que les hommes. Par contre, les hommes il y a des hommes qui sont aussi violentés et qui vivent des violences. Souvent, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ma posture, moi, sur les réseaux est essentiellement rattachée aux femmes. Je parle beaucoup aux femmes. Et souvent, les hommes qui sont violentés se reconnaissent dans mes posts et viennent me voir. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, je vais l'employer. C'est que les agresseurs, souvent, se sentent agressés par mes posts et viennent eux-mêmes agresser les mamans sur mes posts. Mais du coup, Mm. ça fait un tri qui est quand même assez radical. Mais les vrais papas qui sont vraiment victimes de ça, souvent viennent me voir en MP. Il y a une espèce de honte, il y a une espèce de pudeur qui est extrême, en fait, où ils osent pas parler, ils osent pas dire. Mais c'est là où c'est drôle, c'est qu'ils savent que même si je parle des femmes sur mes réseaux, ils savent que je vais comprendre. Donc ils osent venir me voir en message privé. Donc oui, j'ai quelques hommes que j'accompagne, mais souvent c'est vraiment en sous-marin, quoi. C'est pas des. D'ailleurs, il y a le clan des Alestia, par exemple, c'est un accompagnement exclusivement de femmes où on est toutes les coachs, thérapeutes, voilà, toute mon équipe est réunie pour les accompagner et les soutenir. Là, on n'a pas assez d'hommes encore pour créer le clan, peut-être des Alestios, je sais pas comment on va l'appeler si ça devait arriver. Mais si on avait beaucoup d'hommes, on ferait effectivement un accompagnement de groupe pour les hommes aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on envisage pour 2026, oui. Ah, super. Parce que c'est vrai que, enfin, il y a un tabou des deux côtés, hein. C'est pas évident déjà de le reconnaître pour soi-même, qu'on est dans C'est une, ça. euh, enfin oui, sans mettre la faute sur qui que ce soit, mais c'est une relation qu'on a créée où voilà, on est dans une position où on est devenu victime et d'accepter déjà de soi avec soi cette position et de réussir à en sortir et encore peut-être plus pour les hommes, je sais pas. En tout cas, c'est chouette que la parole se libère et qu'on Ouais. puisse de plus en plus parler de ça. Mais il y a une réalité aussi qui est très complexe, c'est qu'on dit beaucoup que les hommes violents retournent la situation, accusent la femme en fait de choses qu'ils font eux-mêmes et tout ça. Et on en parlait en équipe là justement il y a quelques jours. C'est marrant que tu parles de ça. C'est que ce qui se passe aussi, il y a une réalité qui est et je pense, moi j'aime pas diaboliser les gens de toute façon. Je n'aime pas diaboliser ni les hommes ni les femmes, ni même les hommes violents. Je n'aime pas diaboliser, même si je me bats contre eux pour protéger les mamans. Je n'aime pas diaboliser ça non plus parce que on s'est rendu compte au fil et à mesure des accompagnements qu'on fait que les hommes, quand ils se positionnent, ils ont été agresseurs, ils ont été violents, ils ne réalisent pas, ils sont dans un vrai déni, mais c'est même pas un déni en fait, ils ne réalisent pas qu'eux-mêmes sont violents, parce qu'eux-mêmes ont grandi dans une sphère violente en fait en tant qu'enfants, et en réalité, ils ne font que reproduire ce qu'ils ont déjà vécu, et pour eux, il y a vraiment une notion où la femme est trop sensible, où la femme en fait se sert de ça contre eux, et il y a une vraie je vais employer ce mot-là, même si je l'aime pas trop, mais il y a une vraie sincérité de leur part. Pour la plupart, alors il y a une petite poignée de pervers manipulateurs narcissiques qui non, savent qu'ils sont violents, savent, voilà, ils se gargarisent de ça. Il y a du sadisme, mais c'est des profils bien particuliers. Mais la plupart des cas qu'on accompagne, c'est souvent des violences conjugales, certes, c'est des hommes toxiques, certes, mais c'est souvent des hommes qui, dans leur démarche, quand ils estiment que leur femme est partie, elle n'a pas de vraie raison de partir parce que eux-mêmes ne réalisent pas la violence qu'ils exercent parce que eux-mêmes l'ont subi. Je ne sais pas si j'arrive à être claire dans ce que j'essaye d'exprimer. Moi, enfin, en tout cas, moi, je comprends tout à fait. Peut-être je pourrais donner mon exemple. J'ai pas forcément été dans un cas si extrême, mais j'étais dans une relation toxique, donc il n'y avait pas de violence physique, mais c'était la violence plus psychologique. Et ce que je vois avec le recul, c'est que quelque part, j'ai laissé ça s'installer. Et que ben, à l'époque, j'avais beaucoup besoin de sécurité, j'avais pas confiance en moi, j'étais hyper timide. Je n'aurais pas pu te faire une interview de 30 minutes, même pas 10 minutes, quoi. C'était l'horreur. Aujourd'hui, je suis presque devenue pipelette, ça se C'est rebalance un chouette. peu. Ouais, ouais, c'est chouette. Et donc, ça fait plus de 6 ans maintenant, hein. Et du coup, je pense que la personne avec qui j'étais n'avait pas du tout conscience de ce qui s'installait. Et effectivement, je te rejoins, je pense qu'il y a quelques profils de pervers, euh, ouais, mais je Il y pense en que a c'est très très peu. rare. Il y en a Oui, très peu. c'est En ça. réalité, statistiquement, ils sont 3%. Et Mm. moi, je le vois dans mes dossiers que je fais. Ça fait quand même 13 ans maintenant que je fais ce métier. Entre la partie métier et la partie bénévolat, honnêtement, j'ai dû en avoir 5, 6 en tout.
c'est ça. Tu vois, c'est très peu. Les vrais pervers manipulateurs, c'est un profil pathologique qui est quand même bien précis. C'est quelqu'un qui choisit sa proie dès le départ, qui va choisir quelqu'un pour la vampiriser. Dès le départ, il choisit quelqu'un, il met vraiment une espèce de toile d'araignée autour qu'il tisse. Son but final, c'est de la mener à sa destruction. La plupart des profils que je vois, moi, c'est quand même des gens qui se sont aimés au départ, où il y a des pathologies des deux côtés, il y a des, comment dire, des blessures communes qui Mm. s'imbriquent, on va dire, tu vois. Il y a des aspérités chez chacun d'entre eux qui font que bah, l'amour se fait, l'un comble les besoins de l'autre et vice-versa. Et à un moment donné, il y en a un qui va se réparer, qui va avancer, évoluer. L'autre, du coup, ne trouve plus d'aspérité chez l'autre. Et ça reste quand même un phénomène d'emprise. Ça n'empêche pas qu'il faut s'en préserver, s'en protéger, parce que ça devient de la violence ensuite. Mais il y a des vraies histoires d'amour au départ qui se créent et qui finissent mal. La réalité vraiment du terrain, elle est là. Le vrai PNM, le vrai pervers manipulateur narcissique, qui est un meurtrier au gant blanc, il faut quand même le dire, c'est un psychopathe. Alors, il n'est pas encore reconnu en DSM aujourd'hui. Par contre, on le sait malgré tout, et je sais qu'un jour ça arrivera, parce que déjà, il y a des pays où c'est reconnu, c'est un vrai psychopathe, c'est un meurtrier au gant blanc qui, dès le départ, choisit sa proie pour la tuer, qui veut vraiment la mener à ça. Si elle arrive à s'échapper avant qu'elle a des enfants, il n'hésitera pas à tuer les enfants. C'est les fameuses violences vicariantes, et il utilisera les enfants pour pouvoir atteindre sa victime et la tuer. Mais des profils comme cela, il y en a, et heureusement, très peu. Par contre, Oui. dans les accompagnements qu'on propose, c'est toujours la même stratégie pour préserver. Parce que quand il y a de l'emprise, quand il y a des choses toxiques, quand il y a quand même une volonté malgré tout, après la séparation, de détruire l'autre, mais qui n'était pas là forcément avant, ou en tout cas pas consciente, c'est pas la même chose, tu vois, c'est pas les mêmes intentions. Par contre, ça n'empêche pas que stratégiquement, au niveau de la protection, on est sur les mêmes bases. Et ça, tu vois, mes accompagnements là-dessus sont exactement pareils pour une femme victime de violence conjugale qu'une femme qui va être victime d'un PNM. En réalité, qu'elle ce soit un PNM ou pas, d'ailleurs, on leur dit même pas non, c'est pas un PNM, on rentre pas dans les détails, on leur explique pas. Par contre, la stratégie de prévention est exactement la même et de protection est la même. Jusqu'à un moment, finalement, je dirais, on s'en fiche de savoir qui est l'autre, qu'est-ce que fait l'autre, quelle étiquette il a ou pas. C'est reconnaître, OK, son vécu, ce qu'on ressent et Exactement. ce qui n'est pas juste pour soi et ce qui est juste pour soi. Mm. Exactement. Et c'est tout le travail qu'on fait aussi justement en accompagnement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se détacher de ce que fait l'autre et de ce que... Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire au départ, puisqu'au départ, on est vraiment dans une mesure de protection. Il faut quand même qu'elle accepte aussi d'être une victime. Enfin, il y a tout un travail vraiment de reconstruction qui est lourd. Par contre, on arrive en deuxième partie d'accompagnement et c'est pour ça que mon accompagnement fait 6 mois et pas moins, parce que toute cette partie-là, vraiment, elle est importante. À un moment donné, on arrive aussi, mais ça, c'est quand la maman va mieux, il faut qu'elle aille mieux pour ça, et même le papa d'ailleurs, quand j'accompagne des pères. Il faut qu'il y ait à un moment donné une espèce de basculement de prise de conscience à se dire mais pourquoi j'ai accepté ça? Et en fait, c'est souvent ce que je leur dis, on n'est pas dans la culpabilisation, on n'est pas dans la culpabilité, on est dans la responsabilisation. Et c'est ça qui est important. Parce que si on ne prend pas nos responsabilités, quel que soit le profil, hein, moi je suis tombée sur un vrai pervers manipulateur narcissique qui dès le départ voulait ma mort, qui n'a pas hésité à maltraiter notre fille au point où j'avais la peur au ventre quand elle partait, de me dire que je la reverrai plus, tellement je savais qu'il en était capable de la mener à un truc d'ailleurs, il le disait, hein, il me disait, maintenant t'es partie, la gamine, j'en fais ce que j'en veux. Un accident est si vite arrivé. Donc, je savais qu'il était capable de ça. Mais ça, c'est des profils quand même extrêmement rares. Mais dans tous les cas, moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu accepter autant? Qu'est-ce qui a fait dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma construction, que j'ai pu accepter autant? Et les mamans, quand je commence à les titiller sur leur responsabilisation dans la relation, je leur pose une phrase qui, je trouve, qui est assez révélatrice et je trouve en tout cas qui est juste et qui leur permet de ne pas culpabiliser, c'est de leur dire, en gros, si tu acceptes d'être une victime toute ta vie, tu vas accepter de saigner toute ta vie. En saignant toute ta vie, c'est comme si tu te baignais dans une mer pleine de requins en te disant, moi, je soigne pas mes blessures parce que c'est l'autre qui est méchant. Mais en Mm. soignant tes propres blessures, tu prends la responsabilité de te soigner, de prendre soin de toi. Ben, à un moment donné, tu vas pouvoir aller te baigner, les requins ne seront plus attirés par toi. Et tu vois, je trouve que cette métaphore est assez juste et elle permet aussi de leur faire comprendre que elles sont blessées, elles ont des grosses blessures souvent qui viennent en plus profondément de l'enfance, des choses du coup qu'elles ont acceptées parce que bah, saigner pour elles c'était normal, donc l'autre il a entaillé un peu plus et encore un peu plus, ça leur a paru normal, donc bah, le requin il est toujours là, il est content, mais se soigner, ça fait partie de la responsabilisation de réussir à s'extraire des relations toxiques. Dans l'accompagnement que je fais aussi, il y a beaucoup aussi, on apprend à poser nos limites, je leur apprends à poser leurs limites, à comprendre le triangle de Karpman, à comprendre la méthode Darvaux, à comprendre le gaslighting, à comprendre la toile d'araignée qui commence dès le départ, dès le début. Parce que la toile d'araignée, elle se fait très rapidement. Ça commence par ah ben tu tousses trop. Après c'est ah ben ton rouge à lèvres, je l'aime pas trop. Moi je vais t'en acheter un rouge. Après c'est
Ah Je ben, rigole parce que ça fait écho. Moi, c'était tu te gares toujours trop loin. oui, exactement. Et c'est plein de petits détails où on se dit, bon, je peux lui faire plaisir pour ça. Oh, je peux lui faire plaisir pour ça. Oh, puis ça me coûte pas. Et puis à la fin, tu te déshumanises. La toile d'araignée fait que tu arrives à un stade où tu te déshumanises pour l'autre et tu sais même plus qui tu es, en fait. Et c'est ça aussi qu'on leur apprend. Quand par exemple, ben, elles ont une nouvelle relation, donc ça aussi, ça rentre dans le cadre de l'accompagnement. C'est du love coaching, ni plus ni moins, mais on est quand même là-dedans. Quand elles commencent, par exemple, une nouvelle relation et qu'elles me disent, ah, mais là, tu vois, il m'a demandé, ça tombe bien, il m'a demandé de garer ma voiture à la gare, mais je comprends pas pourquoi, parce que j'ai des places juste devant mon travail. Mais alors, t'as ton permis? Ouais. Donc tu sais conduire? Oui. T'es capable de te garer où tu as envie de te garer? Enfin, tu mets pas ta voiture en danger, ni sa voiture en danger? Non. Mais alors pourquoi tu l'écoutes? Ben, ça lui fait plaisir, mais ça lui fait plaisir. Mais en quoi, toi, tu t'extrais de ton côté confort pour lui faire plaisir? Et tu vois, on travaille vraiment au quotidien. Et le fil WhatsApp sur lequel, justement, on est en quotidien pendant 6 mois avec elle permet de déceler chez le collègue, chez l'oncle, chez le père, la mère, le frère, tu vois, tous ces systèmes-là ou d'ailleurs, au bout de 6 mois, souvent, elles ont un environnement qui est totalement différent. Elles se sont extraites de tel lien, de tel lien, de tel truc. Elles ont posé leurs limites. Et elles se disent, mais mon Dieu, mais oui, mais en fait, j'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire non, tu vois. Ouais, et puis il y a ce truc de la folie aussi de se dire, ok, est-ce que je suis folle? Ou alors c'est l'autre qui dit, t'es folle. Mais en fait, le fait de poser, ok, j'ai vraiment été victime, ça fait, ah, j'étais pas folle. Et en C'est fait, ça. après, c'est vraiment une reconnexion de, ok, apprendre à écouter. Pour ça que, moi, du coup, je suis beaucoup dans le corps, hein, C'est ça. dans mon accompagnement, mais ok, écouter mes ressentis et leur faire confiance. Et ok, si je ressens ça, c'est ça, point. Ça me plaît pas, mais c'est comme ça. Et je peux me faire confiance et j'ai raison dans ce que je ressens, quoi. C'est Mm. exactement ça. Et moi, j'ai une phrase que je dis beaucoup qui rejoint exactement ce que tu es en train de dire. Moi, je leur dis toujours, si vous avez un doute, il n'y a plus de doute. Ouais. Oui, c'est comme cette phrase, si c'est un grand oui, c'est oui. Si c'est c'est non. Exactement, c'est exactement ça, ça rejoint exactement ça. Et c'est Mm, vrai que souvent on apprend à ne pas se faire, mais ça aussi ça vient de l'enfance et on a étouffé nos sentiments et on a étouffé nos ressentis. Et quand on te disait non, c'est qu'on était vilain. Alors moi j'ai eu cette chance de pas grandir comme ça en plus, c'est ce qui a fait que j'ai pu m'extraire très certainement rapidement quand même de cette relation malgré tout. C'est ce qui a fait que j'ai pu retrouver mes repères rapidement et comprendre que non, je n'étais pas folle, mais le cheminement s'est fait plus rapidement et vraiment, je le dis de façon très humble parce que c'est une réalité. C'est plus facile pour une femme comme moi qui a vécu dans un environnement très sain, où j'ai eu des parents, où j'ai jamais eu de fessée, jamais eu de claque, j'ai jamais été punie, j'ai été une enfant qui était plutôt très active, ils m'ont toujours accueillie telle que j'étais pleinement, j'ai jamais eu d'oppression masculine non plus, tu vois, donc c'est facile de pas être féministe extrême quand j'ai grandi, quand tu grandis dans un milieu comme ça, un environnement comme ça, parce que moi, là, ma réalité, les hommes n'ont pas été oppressants vis-à-vis de moi, au contraire, mes mamans, mes tantes et tout ça étaient très sublimées dans la famille et tout ça, ce qui était rare en plus pour ces générations-là. C'est marrant, on en parlait ce matin avec ma mère et ma tante, tu vois, comme quoi c'est rigolo. Mais, mais toute cette partie-là, c'est plus facile d'être équilibré, d'avoir un curseur équilibré quand tu as vécu ça, que quand tu vis des violences extrêmes avec un homme, que tu as vécu des violences extrêmes avec d'autres hommes quand tu es enfant, que tu ne perçois ta réalité n'est qu'une oppression masculine, patriarcale, permanente, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus difficile de s'extraire de ça, de ne pas être féministe extrême. Voilà, chaque personne, en fait, a son histoire qui fait que bah, on a un curseur qui est différent les uns des autres, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est important, je trouve, pour les personnes qui nous écoutent ou même, enfin voilà, tout le monde de se rappeler que on n'est pas là pour se taper dessus en disant, OK, pourquoi je me suis mis dans telle relation, je suis vraiment. C'est ça. Au contraire, c'est OK, juste OK, ben là, je suis là. Et puis, OK, comment je peux faire pour en sortir, quoi. Et, Exactement. et c'est dans la relation, j'écoutais Gabor Maté, Bessel van der Kolk, enfin, qui travaille beaucoup sur le traumatisme. Donc, du coup, quand on a été blessé dans la relation, c'est dans la relation qu'on peut se réparer, mais pas dans les relations toxiques, mais dans les relations Exactement. justement d'accompagnement ou des relations positives. Et je me demandais comment tu fais, parce que tu accompagnes quand même des personnes qui vivent des choses pas faciles, des choses lourdes, des choses challengeantes. Comment toi, comment tu fais pour te protéger toi là-dedans ou alors, et pour rester sensible quand même, parce que c'est important, je trouve. Alors pour tout te dire, j'ai failli arrêter à plusieurs reprises parce que Hmm. c'était très très dur. C'était vraiment très très dur pour moi psychologiquement, moralement. Puis on a beau être thérapeute, on a beau être coach, on a beau avoir une posture. Quand on entend de l'inceste toute la journée, quand on entend des violences institutionnelles, quand on voit une mère qui s'est battue pour protéger son enfant, qui a réussi à avoir des preuves que son enfant a vécu des violences sexuelles et que la justice va placer l'enfant chez le père, chez son agresseur, et qu'en plus le père attaque la mère. Enfin, euh, il y a eu des nuits très difficiles, j'ai eu des semaines très difficiles, j'ai eu des moments où j'ai vraiment voulu arrêter. Ce qui m'a permis de ne pas arrêter, c'est que déjà j'avais un cas de conscience où je me disais que j'étais la seule à faire ça.
ce métier du coup que j'ai créé, puisque mon métier consiste vraiment à aider sur le plan juridique, sur le plan thérapeutique, sur la posture à avoir avec leurs enfants, parce que quand leurs enfants vivent des violences comme celle-là, c'est pas des enfants lambda qu'on peut accompagner avec une éducation. Il y a un vrai équilibre entre éducation et ne surtout pas perdre le lien, puisque le père fait tout pour qu'on perde le lien. Donc je me disais, je peux pas arrêter parce que si j'arrête, en fait, qui va faire ça, en fait? Et c'était terrible parce que c'était une espèce de pression que je me mettais parce qu'au final, j'ai pas sauvé le monde, hein, puis j'ai pas une posture de sauveuse non plus dans ma façon de travailler ni rien. Mais quand même, il y avait ce cas de conscience où je me disais, c'est quand même lourd. Ben, c'est là, moi, j'ai commencé du coup à me faire accompagner, ben, voilà, par Muriel parce que justement, je voulais arrêter. Et c'est là où on a trouvé vraiment un équilibre où bah, j'ai créé ma formation, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'avais passé mon diplôme de formatrice sans savoir pourquoi, comme quoi la vie est vraiment incroyable. Et en fait, ben, je me suis fait aider, donc j'ai créé ma formation. À travers cette formation, ben, j'ai des coachs, j'ai des thérapeutes, j'ai des psychologues, des infirmières, des assistantes sociales, éducatrices qui sont venues dans cette formation. J'ai créé des liens très forts avec certaines de ces femmes. Qui, bah, du coup, au bout des 9 mois de cette formation, je leur ai proposé de travailler avec moi. Et donc aujourd'hui, bah, c'est beaucoup plus digeste pour moi. La plupart des accompagnements, je ne les fais plus. C'est-à-dire que c'est elles qui les font parce que bah, ça leur permet, elles aussi, de se former. Moi, je suis là en supervision, donc évidemment, je reste quand même au cœur des problématiques. Et dans tous les cas, c'est quelque chose que je ne veux pas perdre parce que ça, c'est vraiment le lien au terrain. On ne peut pas aider bien de la bonne façon, on ne peut pas former de la bonne façon si on n'est pas relié réellement aux problèmes. Puis surtout que les problèmes évoluent, hein, on s'en rend compte aussi aujourd'hui. Les institutions évoluent, enfin, il y a des tas de choses qui changent et pas forcément d'ailleurs dans le bon sens. Donc, si on n'est pas rattaché au terrain et qu'on reste sur, ben, moi, mon expérience de que j'ai fait il y a 5 ans, il y a 3 ans, c'est plus la bonne en fait. Donc, il faut vraiment rester humble, je pense, et vraiment rester rattaché au terrain. Mais du coup, je suis là en supervision aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, c'est mes équipes qui gèrent, c'est mes STIA, parce que je les appelle mes STIA, qui gèrent voilà, les accompagnements. Moi, je suis là en fait en posture de supervision. Évidemment, quand il y a vraiment besoin d'intervenir, je suis là aussi. Je suis beaucoup axée sur mes formations. En 2026, j'avoue que j'ai d'autres projets, certainement de conférences, parce que je pense que c'est toutes les filles me le disent, mais je pense que c'est vrai. Je vais certainement être amenée à un moment donné ou à un autre à peut-être essayer quand même d'ouvrir les consciences sur ce qui se passe réellement pour ces femmes et ces mamans. Peut-être même, j'ai écrit un livre blanc, tu sais, qui est sorti en mars, hein. Oui, j'ai écrit un livre blanc et qui a été d'ailleurs transmis à Madame Macron, hein, qui nous a répondu. Je pense pas qu'elle l'ait lu, mais enfin bon, ça c'est encore un autre débat. Elle nous a dit qu'elle l'avait lu, mais je suis pas sûre. Mais voilà, je pense que peut-être qu'à un moment donné, ma mission à moi va s'étendre aussi sur former encore plus de femmes qui vont elles-mêmes accompagner. Je resterai en supervision. Peut-être qu'à un moment donné, celles qui aujourd'hui accompagnent deviendront elles-mêmes en superviseuses. Et moi, peut-être que je lâcherai cette partie-là de mon travail en restant quand même en lien, hein, parce que ça, c'est important pour moi, voilà, comme je le disais tout à l'heure. Mais peut-être que ma mission à moi aujourd'hui, elle va être un peu plus large. Ça fait 13 ans que je fais ça. Je suis très fatiguée. Je suis très honnête, je suis très fatiguée. C'est des thématiques encore ce matin, tu vois, on pleurait en équipe parce que on a beau être coach, tout ce que tu veux, il y a des choses qui sont très dures à entendre, très dures à vivre. On voit des enfants qui sont en souffrance extrême. Et mais c'est ce qui fait aussi, je pense, le cœur de notre métier, et ce qui fait aussi qu'on se met, qu'on est aussi investi et qu'on fait un si bon travail, c'est parce que justement, on ne se dit pas, c'est un dossier. Non, c'est pas un dossier, c'est vraiment des personnes. D'ailleurs, c'est ce qui se passe chez les juges, c'est ce qui se passe chez les avocats. T'arrives, t'es juste un dossier. Toi, ton dossier, c'est ta vie. Tes deux enfants qui sont un dossier pour Madame la juge, c'est ta vie. Donc, quand ils sont placés chez le père agresseur et que toi, tu perds tes enfants, c'est toute une vie qui s'effondre, c'est trois vies qui s'effondrent, c'est toute une famille aussi, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup non plus, mais il y a toutes les victimes collatérales quand une maman vit ça. Moi, par exemple, ma mère, elle a été extrêmement détruite par tout ce qu'on a vécu. Mes amis ont été extrêmement touchés par tout ce qu'on a vécu et ça, on n'en parle pas. C'est pas juste la maman et les enfants. Il y a aussi toutes les victimes collatérales, les oncles, les tantes, tous les gens qui aiment les enfants qui vivent ça, quoi. Donc donc voilà, donc oui, effectivement, à un moment donné, j'ai été fatiguée. Aujourd'hui, pour me préserver, pour revenir à ta question, j'ai la chance d'avoir une équipe qui travaille avec moi. Donc ça, c'est un énorme soutien. C'est vraiment un énorme avantage. Puis c'est des femmes humaines, c'est des femmes que j'ai choisies. Donc voilà, on est vraiment une très très belle équipe. Et c'est ce qui me permet aussi de continuer. C'est ce qui me permet d'avoir cet oxygène. Là, aujourd'hui, les formations, par exemple, je fais essentiellement des formations. C'est ce qui me permet aussi, moi, d'être beaucoup plus je m'oxygène en fait, voilà. Mais ça me permet quand même de garder malgré tout un lien avec le terrain. Voilà, donc oui, heureusement on trouve des solutions aussi pour Ouais. équilibrer vie privée, vie de travail et aussi s'oxygéner dans le travail, quoi.
Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question parce que j'ai parlé beaucoup, mais Oui, oui, mais il n'y a pas de bien ou de pas bien de toute manière, donc oui, oui, c'est super. Mais ça fait vraiment écho à ce que je vois, à ce que j'ai rencontré quand je travaille en hôpital ou sur des collègues. En fait, on est tellement passionnés et ça transpire aussi quand tu parles de ce qu'on fait. Et on a tellement d'amour pour les personnes qu'on accompagne et pour voilà, ce qui est possible que parfois on oublie nous-mêmes nos propres limites. Et je vois enfin, voilà, que moi, pour moi, dans ma position d'accompagnante, je sais que je fais attention au nombre d'heures que j'accompagne, parce que sinon, ça devient trop. Et j'adore, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais j'adore accompagner les personnes qui ont vécu bien des sûr. traumas, parce que, bah, voilà, parce que ça résonne et parce que je sais qu'on peut aller mieux et comment c'est important. Mais c'est important de, voilà, de poser des limites. Et je trouve ça génial que tu aies réussi à, voilà, à t'entourer de tes estias. Et du coup, en fait, c'est encore plus de force. Vous êtes Oui. encore plus fortes ensemble. C'est exactement ça. Après, oui, c'est exactement ça. Après, c'est ce que je disais aussi. Moi, je sais que j'ai été obligée de me faire accompagner aussi dans mon business parce que justement, cet équilibre-là, à un moment donné, tu perds la notion des choses. Ce que tu dis, c'est très juste. Moi, je travaillais 7 jours sur 7 hein, pendant très longtemps. Quand j'ai commencé à me faire accompagner, j'avais vraiment cet épuisement moral. Et en plus, j'avais cette espèce de croix à me dire, si j'arrête, qui va le faire? Qui va aider? Et en fait, quand on a trouvé cette solution de créer des formations, et puis même aujourd'hui encore, tu vois, gérer une équipe, c'est encore un autre chemin de l'entrepreneuriat par rapport à quand j'étais toute seule et que je faisais mes accompagnements seule. Aujourd'hui, j'ai une OBM, j'ai quelqu'un qui prend en charge toute la partie logistique de mon activité, qui prend en charge aussi tous les liens qui sont avec les STA entre elles, qui travaille par exemple bah, sur l'organisation des R0. Alors les R0, c'est les premiers entretiens qu'on fait avec, on appelle ça comme ça, oui, c'est les premiers entretiens qu'on fait avec les mamans pour savoir est-ce qu'on peut les aider, sur quoi on peut les diriger, est-ce qu'un accompagnement individuel serait bien pour elles? Est-ce qu'un accompagnement de groupe parce qu'elles n'ont pas les moyens? Est-ce que finalement ça va être de la gratuité parce qu'elles n'ont pas les moyens du tout? Mais alors ça aussi, ça fait partie, moi c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Je ne laisse jamais partir une maman sans rien. Ce n'est pas possible. Donc j'ai créé des ressources gratuites, j'ai créé des choses parce que celles qui peuvent pas, évidemment qu'on est obligé de payer, de vivre aussi, hein, c'est notre activité. On a quand même un travail à faire tourner et puis on a notre vie. Puis si on n'est pas bien dans notre vie, ça revient à la question d'avant. On peut pas aussi bien accompagner, donc on est obligé aussi d'avoir cet équilibre-là. Et puis, ça passe malheureusement aussi, enfin, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais ça passe aussi par l'argent. Si on n'a pas d'argent, on n'est pas libre. Si on n'est pas libre, on peut pas travailler. Par exemple, j'ai pu aller à Paris rencontrer des personnes formidables et faire grandir mon activité et mes projets parce que justement, j'avais les moyens de voyager. Donc, tu vois, il y a toute cette partie-là qui est importante. Si moi, je suis pas bien dans ma vie, que mes filles sont pas bien, que j'ai pas les moyens, j'ai ma grande, par exemple, qui est en école supérieure d'art avec un appartement. Si je pouvais pas lui payer ces études-là, mais bien sûr que je serais pas bien. Donc ça fait partie d'un tout. Et du coup, mais par contre, c'est pas possible pour moi de gagner beaucoup d'argent en laissant des personnes dans le démuni. Tu vois, ça, c'est pas possible. Donc j'ai vraiment créé trois types voilà, trois paliers, on va dire. Un où effectivement les mamans qui ont l'argent peuvent se faire accompagner. C'est un accompagnement qui est très pointu, qui est quotidien, où on est là 7 jours sur 7. Donc forcément, ça se paye. On a un accompagnement qui est là aussi d'ailleurs, tout aussi intense quand même, hein, parce que j'ai mon équipe, mais du coup par l'équipe, on peut travailler comme ça. Et j'ai aussi cette façon de faire où voilà, je donne du gratuit parce que ce n'est pas possible pour moi de laisser partir une maman dans la détresse sans l'aider du tout. Ce n'est pas possible. Voilà, ça fait vraiment partie de mon cheminement, tu vois, de mon cheminement personnel, quoi. Et de mon Merci éthique beaucoup, aussi. ouais, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as mis en place, pour la puissance aussi, et que voilà, que tu transmets et que tu transportes. Et oui, comment c'est important, comme ça, pour les personnes qui n'ont pas les moyens, du coup, hop, ils ont des petites choses qui permettent de prendre l'air et puis après de trouver des moyens finalement. Et donc pour toutes les personnes, Mais on va mettre. Teresa, et ça, je crois que c'est ma plus belle victoire. En tout cas, c'est une de mes plus grandes fiertés. J'ai beaucoup de mamans. Je suis émue parce que ça me touche beaucoup, mais j'ai beaucoup de mamans qui s'en sortent qu'avec mes clés gratuites, qu'avec les ressources gratuites. En me suivant sur les réseaux, j'ai des mamans qui me suivent sur YouTube, qui écoutent tout, mais et qui mettent en application, qui ont cette faculté-là de vraiment écouter et d'appliquer. Et j'ai eu des retours de mamans qui s'en sorties, qui au bout d'un an ont réussi à faire basculer la justice, à récupérer leurs enfants, à les protéger avec leur posture, avec plein de choses. Et je me dis que c'est peut-être c'est peut-être la chose dont je suis la plus fière en fait. Parce que je me dis que voilà, tout ce que je donne au quotidien, c'est beaucoup, beaucoup de travail. On se rend pas compte, mais tout ce que je donne sur les réseaux, c'est beaucoup de travail en plus du reste. Et quand vraiment j'ai des retours comme cela, je me dis voilà, ça vaut le coup de faire ça. Vraiment, ça aurait été tellement dommage que j'arrête en fait, vraiment. Ça aurait été tellement dommage. Ouais.
Et Merci ça y est, beaucoup. j'avais dit que je pleurerais pas et c'est foutu. Oh là là, Magali, Magali, Magali. Ah ouais, ouais. Ouais, mais c'est beau aussi, c'est pas que de la tristesse, les larmes, c'est de la Non, beauté, et c'est magnifique. Enfin voilà, tout ce que tu as mis en place. Et je lisais ce matin une maman qui te remerciait parce qu'elle avait retrouvé contact avec ses enfants. Et donc, enfin voilà, heureusement qu'on est ému par ça, quoi. Heureusement, je dirais. mais Euh, je pense que le jour où je suis plus émue par ça, j'arrête en fait. oui, c'est Parce ça. que c'est même, pour moi, c'est mes plus belles récompenses, même au-delà du côté financier et tout ça. Évidemment que c'est important, je vais pas te dire le contraire, mais c'est mes plus belles récompenses. Quand j'ai une maman qui me dit, Magali, on a gagné, ça y est, mes enfants sont protégés, le papa, voilà, on a reconnu il est violent, on a reconnu que mes enfants souffrent et ça y est, on est enfin protégés. Mais enfin, ça, Mhm. ce genre d'émotion-là, elle a aucun prix. Je veux dire, ça a pas de prix, quoi. Ça va au-delà de tout. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà avant de créer mon activité et c'est là où je me disais, ma vibration, elle est là, en fait. Moi, je sais que c'est ma vibration de joie qui me porte. C'est toujours ma vibration de joie. Et je pars toujours du principe que si à un moment donné, cette vibration de joie, je l'ai plus, je change de place, je bouge. Je suis pas un arbre, je bouge. Et c'est vraiment ça qui m'anime, toujours. C'est-à-dire que si je suis pas en joie le matin de me lever pour faire ce que je fais, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, oui, je suis joie. Voilà, c'est ma phrase, je suis joie. C'est génial. Moi, ma femme, c'est Follow the Fun, suis la Ah, joie. Donc, oui, tu vois, mais c'est c'est bien voilà. Ben, tu trouvé. vois, c'est ouais, exactement, c'est bien trouvé, tout à fait, ma Teresa. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup pour tout ton partage. Il y aura toutes les infos sous la vidéo. Donc vous pouvez retrouver Magali si vous vivez des expériences difficiles, si vous connaissez des personnes qui vivent des expériences difficiles, vraiment, n'hésitez pas à leur partager tous les liens. Si vous les trouvez pas, envoyez-moi un message et je vous les donne. Voilà. Merci beaucoup. Merci Euh, à toi, Teresa. Merci à toi. C'était très émouvant. Comme à chaque fois qu'on se voit, d'ailleurs, à chaque fois, il y a beaucoup d'émotions entre nous. Ouais. ouais, Il y a on beaucoup- pourrait parler des heures et puis Oh, continuer. oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup à toi pour ton interview et de m'avoir laissé cet espace de parole chez toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je trouve ça vraiment important de. Voilà, je trouve que c'est, voilà, on passe les lumières, en fait, on se met les uns les autres en lumière et puis voilà, on marche tous dans le même chemin, dans la même direction, quoi. Mm. Je pense que si on voyait tous ça comme ça serait exactement... ouais, le monde, il irait mieux, en fait. Je suis d'accord. C'est ça. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais merci beaucoup, Teresa. Merci, merci à toi, merci à vous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas à liker, à partager, ça donne de la visibilité, ça permet de continuer et pareil, d'avoir la joie au cœur pour continuer.